Bonjour et bienvenue dans Stardust Ciné, le hors-série cinéma de Stardust consacré aux films spatiaux. On ne va pas vous faire une critique complète du film ou une liste d'erreurs de tournage, mais on va se pencher sur l'exactitude scientifique des films qui traitent de l'espace. Attention, on ne va pas aborder les films de science-fiction futuristes du type Star Wars ou Les Gardiens de la Galaxie, mais uniquement ceux qui se déroulent dans le présent, passé ou futur proche. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à Space Cowboys, réalisé par Clint Eastwood et sorti en 2001. Tourné en étroite collaboration avec la NASA, Eastwood a privilégié une approche réaliste. Certaines scènes ont même été réalisées dans les installations de la NASA. Ok, là, il y a clairement un souci. Ok, le plan il est sympa, ça pose le truc, mais aucun pilote, ni aucun avion, ni aucune forme biologique que ce soit ne serait capable d'encaisser les jets d'un virage pareil. De plus, les X1 et les X2, ils étaient largués en haute altitude. Jamais ils ont évolué en basse altitude, donc c'est juste pas crédible. On a pointé le nez dans l'espace, Franck. Ça suffit, qu'on approche du mur de la chaleur, faut lever le pied. Un X2 biplace? What? Alors non, il n'y a jamais eu de X2 biplace. Et je sais pas si vous avez vu l'étoffe des héros, ou même si vous vous êtes renseigné sur les programmes d'essai de l'époque, mais vu le taux de crash, il n'y avait aucun intérêt à risquer une vie de plus. Le premier au sol gagne le gros lot. Et non Hollywood, et je parle en connaissance de cause, c'est pas possible de parler en chute libre, mais le plan est beau. Il y a 11 jours, nos radars de surveillance ont montré que l'orbite du satellite russe de télécommunication Icône a commencé à se dégrader. Son orbite se dégrade très rapidement et tout indique qu'il va rentrer dans l'atmosphère de la Terre dans 30 jours. Ok, ça fait 41 jours de chute en tout, disons 50 pour le temps de réunir tous les gars de Dédalus. Vous devrez alors le replacer en orbite géosynchrone en utilisant les fusées du module assistance. Des questions ? Oui, moi j'ai une question. L'orbite géosynchrone, elle est à 36 000 km de la Terre, donc on a deux problèmes. Comment un satellite peut de lui-même être freiné à ce point pour passer en 50 jours de 36 000 km à zéro, sachant qu'il n'y a rien pour le freiner à cette altitude? Et deuxièmement, comment la navette spatiale, qui ne peut guère dépasser les 600 km au maximum, peut réussir à accompagner Icône jusqu'à 36 000 km? Ça tient tout simplement pas. 1000 mètres, descend en piqué haut. Il faut redresser l'appareil, vous allez encore vous planter. Bah, vu qu'on a la technologie pour prévoir la météo, on ne prend pas de risque avec les atterrissages. La NASA ne permet pas une approche si les conditions météo ne sont pas bonnes dans les 50 km autour de la piste. Ils pourraient soit les faire attendre en orbite parce que rien ne presse, soit les dérouter vers une base habilitée navette comme la base aérienne d'Istres dans le sud de la France. La navette ne supporterait tout simplement pas des conditions pareilles. Ça ne sert donc à rien de s'entraîner dans une telle situation. Tout ce qu'il y a à faire, c'est taper un peu sur les aérofoils. Oui, mais pas autant, votre moteur va caler. Bah non, parce que l'atterrissage se fait sans moteur. La navette plane littéralement depuis le moment où elle quitte son orbite jusqu'au posé. Alors Votre moteur va caler. ça n'a pas de sens. Dynamique, ok. Guidage, ok. Électrique, ok. Instrument, ok. Avant le lancement, le directeur de vol appelle chaque poste et dit go. En réalité, le directeur de vol appelle en effet chaque poste et c'est à eux de dire go ou pas go. Hein? Elle est à Houston, elle? Souvenez-vous. Juste avant, elle était en Floride pour dire au revoir à Hawk. Et là, juste pour rappel, image. 3, 2, 1, allumage. Non. Les moteurs de la navette se lancent en réalité environ 7 secondes avant le T0 et les boosters sont allumés au moment du T0, donc cette image de la fusée inactive une seconde avant le décollage, bah c'est pas réaliste. Next. Mon Dieu, vous voyez ce que je vois? Bah vous étiez pas censé le savoir avant de partir? Je veux dire, la NASA elle investit des millions de dollars dans ce vol et énormément d'entraînement. Ils enverraient pas des astronautes à l'aveugle. Houston, ici, Dédalus, on a accroché Icône. Ah, beau boulot, messieurs. Non plus, le directeur de vol ne parle jamais à un équipage. Seul le Capcom est habilité à le faire. Oula, ils sortent sans être sanglés ou câblés, une erreur monumentale qui n'arrive jamais en réalité. Les risques de perdre l'astronaute seraient trop grands. Oh là là, tous ces sons. On devrait rien entendre, on est dans l'espace. Une erreur classique. Ok, les tuiles thermiques ne protègent que de la chaleur lors de la rentrée. Elles sont très fragiles et des impacts pareils devraient en avoir détruit un bon paquet, ce qui ferait que la navette ne survivrait pas à une rentrée. On a le feu ici. Sympa ces étincelles qui tombent vers le bas, et ce feu qui brûle vers le haut comme si, je sais pas, ça se passait sur Terre. En microgravité, il se ferait éjecter au moment où il aurait commencé à asperger. Comme dans Gravity en fait. Si bien, Hawk, allons nous habiller et sortir de là.
Un des nombreux passages du film où s'équiper de la combinaison est rapide. En réalité, ils devraient passer un très long moment à respirer de l'oxygène pur afin de supprimer l'azote de leur flux sanguin, car les combinaisons spatiales utilisent de l'oxygène pur alors que l'air de la navette contient 71% d'azote et 28% d'oxygène, comme sur Terre. S'ils passent de l'un à l'autre trop rapidement, les conséquences sur leur fonction vitale seraient dramatiques. Il n'y a plus de Roger, ni de Hawk, Frank. En effet, vous avez délibérément laissé se sacrifier le seul vrai pilote formé et en état de ramener la navette à bon port. Bon, admettons. Très bien, les enfants. On lance ce bijou vers la Lune. Droit vers la Lune ? Pour info, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Pour l'atteindre, il faut pas viser son emplacement actuel, mais son emplacement futur. Hawk a beau être un très bon pilote, désolé mec, la Lune ne sera plus à cet endroit dans 3 jours quand tu arriveras enfin là-bas. Oh, que si, j'y arriverai. Tout ce que j'ai à faire, c'est la moitié du chemin. L'attraction lunaire fera le reste. Non, je te dis, t'y arriveras pas. L'attraction de la Terre est 6 fois plus puissante que celle de la Lune, donc tu devrais faire 6/7 du chemin avec les missiles, sinon ils repartent sur Terre, et toi aussi. De plus, c'est beaucoup plus difficile d'allunir que de simplement quitter la sphère d'influence de la Terre. Pour quitter l'orbite terrestre, il suffit de se mettre à l'horizontale sur le plan orbital et de mettre les gaz à fond. Et même pas besoin de pilote pour ça. Tu crois qu'il a réussi? Oui, je crois qu'il a réussi. Ah, Hollywood. Bon, en conclusion, pas mal d'erreurs, surtout sur le son, ce qui est assez paradoxal quand on pense que ce film a eu l'Oscar du meilleur montage son. Mais bon, à Hollywood, peu de gens s'intéressent au réalisme. À côté de ça, ce film me plaît énormément, il tient même une place très spéciale dans mon cœur car c'est un des premiers films que je suis allé voir au cinéma, un film à voir et à revoir donc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin d'en apprendre toujours plus sur ce qu'il se passe là-haut. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de ce film. À très bientôt et n'oubliez pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles.